Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous et de nous rejoindre à Média Pro qui commence. L'Algérie met en garde contre tout plan de déstabilisation médiatique du monde arabe. Pourquoi l'Algérie qui met en garde et plus précisément le ministre de la Communication qui met en garde contre ce genre de menaces de plus en plus manifestes à l'égard de l'Algérie en particulier, bien sûr. Nous mettons ce soir la lumière sur les médias comme enjeu de souveraineté et de stabilité. Nous ne pourrons pas non plus ne pas aborder l'affaire du jeune malien Boubacar tué de sang-froid dans une mosquée alors qu'il nettoyait donc et préparait le lieu pour les fidèles du vendredi. L'islamophobie donc dans toute sa forme en France. Nous évoquerons également avec vous les propos qui s'apparentent à de l'apologie de génocide contre Raza, des propos tenus par la chroniqueuse Barbara Lefebvre. Restez-y avec nous, nous allons développer tous ces thèmes tout de suite. Alors, comme je le disais, pour développer tous ces thèmes, nous avons avec nous d'abord notre invité, Antar Boudiaf. Vous êtes président de l'association Awasser. Antar Boudiaf, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, Faisal Moutami, notre chroniqueur à Al24 News. Bonsoir, Faisal. Bonsoir, Leïla. Bonsoir, monsieur Boudiaf. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bonsoir à vous. Également, merci à vous. Merci. Alors, on commence fort, Faisal. On va droit au but aujourd'hui, sans tergiverser. Voilà, j'y arrive. Alors, il s'avère que de plus en plus, le ministre de la Communication algérien, Mohamed Ahmeziane, évoque cet aspect de la menace des médias, la menace de tout ce que pourrait évoquer, si vous voulez, la manipulation des médias dans la déstabilisation de pays. Absolument, parce que c'est un thème quand même important. Maintenant, on peut le lier à la sécurité, parce que la sécurité nationale, la sécurité de l'État, puisqu'on se rend compte que effectivement les médias, les nouveaux médias aussi, les plateformes numériques, les réseaux sociaux sont devenus des relais de la rumeur, c'est des relais de la fausse information. Et aujourd'hui, comme on le voit à l'image, M. Mohamed Ahmeziane était présent donc à la réunion périodique des coordonnateurs de radio, de télévision et des ingénieurs de communication arabes de l'ASBU. L'ASBU, c'est l'union de la radiodiffusion des États arabes. C'est un organisme donc, qui rassemble l'ensemble des radios et des télévisions dans le monde arabe, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Pour rappeler, pour dire que les médias doivent produire un contenu médiatique qui soit porteur de sens, instructif, mais également, il faut le faire d'une manière attrayante, parce que maintenant, vous savez, là on est en télévision, en matière de télévision et de radio, il y a beaucoup de nouvelles techniques pour rendre le contenu digeste, pour le rendre accessible à tous les publics. Et donc le rôle des médias est important. Il y a cet aspect technique, mais il y a aussi un autre aspect qui est important, et ça a été évoqué par M. Ahmeziane, c'est que selon ses dires, dans son discours aujourd'hui, donc à Alger, les médias tendancieux qui cherchent... On va voir d'ailleurs. Oui, absolument. Les médias tendancieux qui cherchent à semer la discorde et à déstabiliser les pays arabes. C'est vrai, et on l'a vu, c'est au moins ces 15 dernières années, ce qui s'est passé dans le monde arabe. Si on prend la cartographie de la région arabe, MENA, la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones de conflit, beaucoup de discordes, beaucoup de divisions, beaucoup de guerres, et parfois de guerres fratricides, comme le constate, on le dit d'ailleurs souvent dans les journaux de Al24 News, au Soudan. Et le Soudan, vous savez, Leïla, qu'il a été, avant cette guerre civile, parce que le Soudan d'abord a été divisé en deux, et il y a eu le rôle de la propagande et de la désinformation a été très important pour la division du Soudan, de 1 et de 2. Après cette division, le Soudan, qui est un pays très riche en terres agricoles, en ressources d'eau, est entré dans une guerre civile parce qu'il y a aussi des médias qui ont poussé pour qu'il y ait cette division en publiant des fausses informations. C'était aussi la même chose pour la Somalie. La Somalie fait partie quand même des pays arabes, et tous les experts, et on l'a déjà souligné par le passé, constatent que la région arabe, les pays musulmans et l'Afrique sont les zones les plus ciblées par les trolls, par les mouches électroniques, par les bots, par les fausses informations, mais aussi par les rumeurs et par des mensonges qui parfois sont relayés par de gros médias. Oui. Parce que c'est fait à dessein. Oui. Parce qu'il s'agit de pousser des pays qui ont des richesses naturelles, parce qu'il ne faut pas qu'on le commente aux téléspectateurs. Tout le monde sait que l'Afrique est ciblée parce qu'il y a des ressources naturelles,
parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a du diamant, parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Et donc c'est pour ne pas que la population africaine profite de ces richesses, on lance la propagande de la désinformation pour susciter la haine et les violences. Et voilà, et la désinformation. D'ailleurs, à ce propos, Faisal Metawi, on va écouter le ministre de la Communication algérien, Mohamed Meziane, sur justement ce sujet en particulier. Parler des contenus des médias, c'est évoquer les médias biaisés auxquels de nombreux pays arabes sont exposés. Des médias qui déforment les faits et remettent en question les choix et les orientations adoptées dans le but de semer la discorde et de nuire à la stabilité des pays arabes. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à mobiliser les médias dans nos pays pour faire face à ces défis qui menacent la stabilité du monde arabe et portent atteinte à sa souveraineté. Alors, Antar Boudiaf, puisque vous êtes là avec nous, certainement, c'est un sujet qui n'a pas dû donc passer sous silence, celui de la désinformation, de la propagande. Et on a vu d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les relations entre l'Algérie et la France sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est aussi la désinformation et peut-être ces gens, les usurpateurs des médias, qui donc font feu de tout bois. J'aimerais savoir avec vous, donc, Antar Boudiaf, l'étendue de la désinformation aujourd'hui en France concernant donc cette algérophobie et cette islamophobie pour être encore plus général. Oui, vous avez raison de préciser islamophobie parce qu'effectivement il y a deux axes aujourd'hui. Il y a effectivement les médias qui ont un pouvoir très important. Vous savez que c'est un pouvoir considérable et malheureusement les médias aujourd'hui n'ont pas d'autonomie, c'est-à-dire ils ne sont pas indépendants. Donc le journalisme tel qu'on l'a connu à une certaine époque, je ne dirais pas qu'il est révolu, mais il y a eu un profond changement. Aujourd'hui, donc, il y a des lignes éditorialistes qui font que les médias sont muselés parce qu'il y a des gens influents, il y a des gens de pouvoir, des gens d'argent, qui font que la récupération est faite pour qu'on dirige dans une information dans un sens ou dans un autre. Et effectivement, on appelle ça de la désinformation. Et c'est ce que vit effectivement, c'est ce que nous avons pu vivre ces derniers mois, déjà pour l'Algérie, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur la réalité des choses. Et vous savez que l'impact important qu'ont les médias sur les populations, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, et comme ça a été précisé par Faisal, notamment les plateformes numériques et les réseaux sociaux, voilà. Mais heureusement, je dirais que le contre-pouvoir est fait quand même par certains réseaux sociaux et par certains médias, mais qui n'ont pas pignon sur rue. C'est-à-dire que les médias de masse aujourd'hui, si vous voulez, nous entraîne dans une escalade quotidienne, je dirais même chronique, et qui fait que les choses ont du mal à se dégoupiller. C'est-à-dire que la situation se monte crescendo au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, il faut prendre du recul sur tout ça. Et nous, en France, pour ma part, je suis à Paris, comme vous l'avez si bien dit, et donc je préside un réseau à Wassir qui regroupe des potentialités, des talents de la communauté algérienne, de l'étranger, notamment de la France. Nous sommes très, très vigilants, et nous créons nous-mêmes des supports d'information que nous communiquons, nous, comme d'autres réseaux aussi, je dirais, d'Algériens, de France, qui le font aussi. Et ça, c'est important, parce qu'on ne veut pas se laisser entraîner par cette désinformation qui est nuisible déjà pour l'unité de la nation française, hein, je le dis, parce qu'on fait partie de cet État aussi. Nous sommes algériens à part entière, et nous sommes français de par la nationalité que nous avons acquis par la naissance ou par une demande, c'est-à-dire par une naturalisation. Et donc, pour nous, il est important d'être reconnus comme des Français à part entière, aussi, comme des citoyens aussi qui apportons notre contribution dans la société française. Eh ben, je crois que bon, ça a été complet là, parce qu'on sait très bien que finalement, lorsqu'on parle de désinformation, on parle d'une information dirigée, orientée et donc biaisée quelque part. Et on l'a vu par le passé. Et ce que cela a engendré, Faisal Metawi, concernant les relations entre la France et l'Algérie. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'Algérie est particulièrement visée? Entre autres, oui, parce que l'Algérie a une politique autonome, c'est un État souverain, c'est un État qui réclame la souveraineté et qui l'applique sur le terrain, la souveraineté hydrique, la souveraineté politique, la souveraineté militaire, la souveraineté sécuritaire. C'est un État qui a des positions très claires, proches des causes justes, soutien du peuple sahraoui, soutien du peuple palestinien, soutien de toutes les causes justes,
c'est un État qui refuse de s'ingérer dans les affaires des autres pays, y compris de ses voisins. Donc c'est un État qui aussi consolide son économie, qui veut être et qui travaille pour être, et ça sera pour bientôt, une nation émergente sur le plan économique en Afrique, qui a une armée qui est solide et qui porte aussi, qui est peut-être crainte, parce que aujourd'hui, dans le discours d'aujourd'hui, quand on voit le discours belliqueux qui est tenu ici et là, on voit que tout le monde est en train de consolider ou de renforcer, d'augmenter le budget de dépenses, comme c'est le cas de l'Union européenne, qui peine toujours à trouver sa politique de dépenses parce qu'il y a l'OTAN et d'autres États aussi, y compris dans le voisinage. Donc un État ou un pays pareil, ça agace certains intérêts, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont perdu des postures qui étaient acquises ou qui pensaient qu'ils étaient acquises, notamment en matière économique. L'Algérie contrôle maintenant les importations, privilégie la production nationale, a enlevé à certaines entreprises et certains groupes d'intérêts des zones de confort dans son économie, dans son marché. Donc tout ça fait qu'on la cible. Et effectivement, l'Algérie est parmi les pays les plus ciblés, notamment par l'entité sioniste, parce que tout le monde sait, et on en a parlé déjà dans cette émission Naïla, que Israël possède des unités spécialisées en désinformation, en manipulation. Il y a eu le cas on n'oublie pas, même malgré que les médias occidentaux ont tout fait pour faire oublier l'affaire Pegasus, il faut toujours rappeler que ce logiciel d'espionnage est toujours là, il n'a pas été banni. Il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours, il est toujours appliqué, y compris dans tous les autres pays, sans qu'il y ait de poursuites pénales contre l'entreprise qui a produit ce logiciel, ni contre les États qui l'ont utilisé pour espionner d'autres. Et donc, c'est pour ça que maintenant, le plaidoyer algérien est très important, parce que vous vous rappelez, Leïla, la semaine écoulée, on a parlé de l'Afrique, de la réunion donc de comité des services de renseignement d'Afrique, pour parler justement de la manipulation des fake news, des deepfakes, etc. Et aujourd'hui, c'est une réunion arabe. Et donc l'Algérie, dans la zone où elle se trouve, la zone africaine et arabe, travaille en concertation avec les autres pays, parce que la diplomatie algérienne a toujours travaillé en concertation et en dialogue avec les autres partenaires. C'est une diplomatie d'équilibre. Donc, cherche aussi à trouver, si vous voulez, une démarche globale, une démarche commune pour contrer les manipulations, parce que de toute façon, ils vont augmenter. Il faut être franc et dire que ces manipulations, ces informations mensongères, ces fake news vont augmenter, parce que les intérêts sont énormes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut contrer ça d'une manière collective, mais également trouver des mécanismes de sécuriser davantage nos systèmes d'information, nos systèmes de communication. Autant le faire donc en groupe, avec le groupe africain, avec le groupe arabe. Cela est possible parce que aussi d'autres pays arabes dans la région sont aussi ciblés. Regardez la Libye. Oui, la Libye a été bombardée par des fausses informations depuis plusieurs années. Regardez, la Libye trouve beaucoup de difficultés à aller vers un processus électoral pour consolider la cohésion nationale. L'Égypte également. L'Égypte depuis longtemps, et là, ça revient. On constate ces derniers temps qu'il y a un retour de ces manipulations, etc. Parce qu'il y a des dessins, parce qu'il y a des plannings qui sont faits pour affaiblir les États, comme l'a souligné M. Mohamed Mouziane, pour toucher à leur souveraineté, pour essayer aussi de créer la discorde à l'intérieur de ces États. On le constate aussi en Irak. L'Irak aussi est un autre modèle de la désinformation. Ce pays a beaucoup souffert de ces mécanismes de fausse information. D'ailleurs, l'occupation de l'Irak par les Américains, c'était sur la base d'une fausse information. Saddam Hussein, l'ancien président irakien, posséderait des armes de destruction. Ils sont où ces armes de destruction? Même la prise de l'aéroport, la prise de l'aéroport, la dernière bataille. Les bébés tués, etc. Et à ce jour, ceux qui ont propagé ces informations n'ont jamais présenté d'excuses, n'ont jamais reconnu leur erreur. Donc ça va se poursuivre. C'est pour ça que la démarche algérienne de travailler avec les voisins, avec les partenaires africains et arabes est importante. Oui, alors très bien justement, Monsieur Boudiaf, Antar, finalement, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plus que ça dépasse la désinformation médiatique. On est passé à des millions de dollars qui sont versés. C'est carrément un travail d'entreprise. C'est un lobbying qui est donc mis en branle, une grande machine pour justement essayer de tout faire pour que l'information n'arrive pas à sa cible telle qu'elle est, c'est-à-dire l'information initiale, l'information vraie. Alors, il faut quand même, si vous me permettez, je resitue quand même le contexte français. Bon, les chiffres varient, hein, bien sûr, suivant les personnes, les groupes de personnes, mais aujourd'hui, on peut estimer que l'ensemble des Algériens en France regroupe à peu près
près de 5 millions de personnes. Donc, ce qui veut dire que les Algériens de France, qui sont des Algériens à part entière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent et doivent être le trait d'union entre notre pays, l'Algérie, et la France. Nous sommes effectivement une force. D'où le nom de votre association. Association Awassil, qui signifie les liens, comme on peut le préciser pour ceux qui ne maîtriseraient pas. Mais nous avons été mis en place. Donc nous travaillons avec la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, qui est bien sûr qui est le symbole, le phare de l'islam de France, et qui a voulu justement mettre en place donc cette association, ce réseau important, pour créer justement des passerelles, renforcer des passerelles qui existent déjà, évidemment. Il ne faut pas dire que rien n'était fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous arrivons en support en plus, surtout pour structurer, parce que nous, l'idée, c'était de structurer, de fédérer notre communauté. Parce que plus on est nombreux et qu'on travaille ensemble, plus on est fort, et plus on peut exercer, si vous voulez, sur le plan électoral, sur le plan économique, sur le plan de la culture, sur le plan des échanges scientifiques, technologiques. Il y a tellement de choses parce que les Algériens brillent dans le monde entier. Bon, en France notamment, pourquoi? Parce que nous sommes quand même à peu près 70% de la communauté algérienne qui réside dans le monde et qui se trouve en France, de par l'histoire qui nous lie à la France. Mais ce que je voulais aussi vous dire, au-delà, parce qu'on revient sur la partie des médias, nous, Algériens, c'est à nous de faire un travail aussi. Vous savez, il y a les médias et puis il y a le terrain. On parle que des médias, mais sur le terrain, vous savez, au quotidien, on côtoie des gens. Chacun de nous côtoie des gens, un environnement, un entourage qui peut être professionnel, qui peut être amical, qui peut être familial, parce qu'il y a des liens qui se sont tissés aussi avec la France. Et la meilleure chose, la meilleure façon justement de combattre les fake news, de la désinformation, comme vous l'avez dit, des informations biaisées, eh bien, c'est aussi d'échanger avec les gens sur le terrain, de démontrer que finalement, les Algériens sont des gens qui sont des acteurs de la société française, mais qui aiment leur pays, l'Algérie aussi, donc ils veulent la réussite de ces deux pays. Parce qu'au final, c'est ce que nous souhaitons. C'est réellement la réussite de notre pays, l'Algérie. Parce que pour ma part, si je reviens sur mon histoire de mon grand-père Shahid, Allah yarhamou, et de mon père qui est Moudjahid, eh bien pour moi, je suis ancré à ce pays qu'est l'Algérie. Comme beaucoup, l'immense majorité des Algériens de France. Et donc, nous avons un travail de désinformation, comme vous l'avez si bien dit, mais je dirais pas uniquement à travers les médias, parce qu'au finalement, c'est au quotidien, dans notre vie du quotidien, que nous arrivons aussi à démontrer qui nous sommes, que finalement les Algériens sont des gens respectueux, sont des gens qui veulent avancer, sont des gens progressistes, sont des gens qui veulent avancer, justement, de créer des liens entre ces deux pays et qui veulent les renforcer. Très bien, donc Antar Boudiaf, je crois que la meilleure façon, c'est peut-être aussi Faisal Metaoui, de faire face à cette désinformation, c'est tout simplement de ne pas laisser de place aux rumeurs, n'est-ce pas? Absolument. Mais brièvement, Faisal Metaoui. Oui, la rumeur, c'est de consolider les médias, ça a été dit par M. Mohamed Mouziane, consolider, avoir des médias forts, être présent là où l'information se fait. Nous devons aussi consolider notre système médiatique à l'international. Je parle de l'Algérie, parce que vous aurez remarqué que dans le monde arabe, les médias ont beaucoup évolué quand même par rapport il y a de cela 20 ou 30 ans. Maintenant, il y a des chaînes d'information qui sont leaders dans le monde, notamment je parlerai de Al Jazeera, etc. Et tout le monde aura remarqué que la plupart des pays occidentaux ont créé aussi des chaînes en langue arabe. Ça veut dire la France, l'Allemagne, absolument, la Russie, les États-Unis, le Japon, même la Chine, etc. Et donc c'est pour ça que c'est une zone qui est importante, parce que c'est le centre du monde, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de potentialités économiques. Donc de la nécessité, parce que les enjeux sont importants, d'avoir des médias solides pour affronter les mensonges et les manipulations. Très bien. Alors voilà ce qui nous ramène, messieurs, à passer à la deuxième partie de notre émission, celle qui concerne donc l'islamophobie, et l'islamophobie qui monte en force en France après l'assassinat du jeune malien Boubacar, qui a été donc assassiné de sang-froid avec une vingtaine de coups d'un assaillant qui est toujours en fuite et qui est traqué. Le malien en question, bien sûr, a rendu l'âme, alors que lui n'était autre que
que quelqu'un qui cherchait à vivre paisiblement. Donc, il nettoyait la mosquée pour les fidèles du vendredi. Bien sûr, des réactions, il y en a eu. Celle donc du ministre de l'Intérieur français, tout récemment, et bien sûr celle de la mosquée de Paris qui a donc réagi dans un communiqué. Antal Boudiaf, justement, qu'est-ce que doit-on ou comment doit-on, de quelle manière doit-on penser les choses aujourd'hui avec cette montée de l'islamophobie? Alors, comme vous l'avez si bien dit, vous avez cité la Grande Mosquée de Paris, et je me dois aussi de la citer parce que la Grande Mosquée de Paris reste, je dirais, le symbole de l'islam de France, de par son histoire. Et je le rappelle toujours, mais la Mosquée de Paris n'existe que parce que les Algériens, les musulmans, pour être plus précis, parce que les Algériens évidemment, mais plus globalement les musulmans ont donné leur vie pour la liberté de ce pays qu'est la France, et que la France, en reconnaissance, je le rappelle à aux téléspectateurs, leur a donc octroyé ce terrain pour construire cette mosquée après la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, vous savez que même dans la Deuxième Guerre mondiale, nous avons participé activement à la libération de la France. Et donc, c'est pour ça que c'est important de rappeler que les musulmans ont été des sauveurs aussi de la France. C'est très important. Et donc, la mosquée de Paris s'inscrit dans le respect des musulmans. Le recteur de la mosquée de Paris, M. Shamseddine Hafiz, l'a rappelé encore récemment. Et je dirais heureusement que M. Shamseddine Hafiz est là pour rappeler un certain nombre de choses, parce que, voilà, on doit être respecté. Et c'est vrai que le climat d'islamophobie auquel vous faites référence est une réalité. Il ne faut pas le fuir. Si vous voulez, c'est monté en deux temps. Il y a eu une première étape, il y a quelques décennies, on parlait que de racisme, on ne parlait pas d'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme qui n'existait pas. Mais le racisme, voilà, il y avait la discrimination. On était discriminés, il faut le dire, ça existait déjà. Oui. Mais si vous voulez, c'était différent. Et avec le temps est arrivée l'islamophobie. Alors l'islamophobie, c'est quoi au final? On fait peur, en fait, on fait peur ici du fait que les gens puissent être croyants, puissent pratiquer leur culte, c'est-à-dire avoir des convictions religieuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal parfois, attention, je précise, c'est pas l'ensemble, la majorité des Français sont des gens, je dirais, ouverts, des gens tolérants, des gens qui prônent le vivre ensemble, comme toutes les religions d'ailleurs. La religion catholique en France, c'est quelque chose avec qui on a beaucoup d'échanges. Je tiens à le préciser, c'est très important. Mais effectivement, on a été, nous, musulmans, stigmatisés. Et vous savez, c'est très simple pour un jeune. Un jeune, quand vous le stigmatisez, quand vous faites des contrôles au faciès, parce que c'est un musulman, parce que vous le privez, par exemple, d'un emploi, d'un logement, eh bien, c'est très difficile pour nous. C'est déjà difficile. Et pourtant, nous restons respectueux de la République, des lois de la République, de la France, parce que pour nous, c'est important. Et bien justement, parlons de cette Antal Boudiaf, parlons justement de cette mobilisation contre l'islamophobie. Alors, vous parlez de... Voilà, alors heureusement, je vais vous dire, il y a quand même, dans l'immense majorité des Français, des partis politiques de gauche, je le précise, en tout cas, le mouvement qui a été initié aujourd'hui, Place de la République, était quand même un appel fait par des élus, notamment de gauche, et je tiens à dire tout le respect et l'admiration que j'ai eu, parce que spontanément, des associations aussi, beaucoup d'associations, spontanément se sont levées. Et il y a eu donc un rassemblement qui a été fait, aujourd'hui à 18h à Paris. Et ce rassemblement est là pour rappeler qu'on ne peut pas accepter toute forme de violence. Et vous l'avez dit pour le jeune Aboubacar, Allah yarhamou, je tiens quand même à préciser une chose. Vous avez dit qu'il était à la mosquée pour s'occuper de la mosquée, la logistique, le nettoyage. Mais que ce qui s'est passé, c'est que le meurtrier, l'assassin, je ne sais pas comment le nommer d'ailleurs, le terroriste, l'assaillant, voilà, pour rester sur une certaine neutralité, si vous voulez, s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait se convertir. Donc il a été frappé, il a été assassiné dans sa foi, c'est-à-dire dans le respect de la personne qui était là avec lui, à qui il voulait enseigner justement les préceptes de l'islam. C'est pour ça que je vous dis, c'est encore beaucoup plus grave. Et ça, pourquoi nous en sommes arrivés là? Eh bien, je vais vous dire franchement, les médias, certains politiques sont aussi responsables. Parce que vous savez, on forme, parce que c'est un jeune, l'assassin est un jeune de 21 ans, de la Bosnie. Tout comme la victime. Pardon? Tout comme la victime, ce sont deux jeunes. Tout à fait, deux jeunes. Mais pour vous dire, donc, c'est des jeunes qui sont modelés par la société, par ce que représente la société, les réseaux sociaux. Donc, on revient effectivement à ce qu'on disait, les médias. Et donc, ce jeune a été, je dirais, formaté,
parce que par les discours haineux, parce qu'il y a des discours haineux, il faut le dire, il ne faut pas dire que... On est obligé de le dire, et il faut dénoncer pour justement pouvoir régler certains problèmes. Si les problèmes ne sont pas montrés du doigt, si vous voulez, rien ne changera. Et je trouve que c'est le moment où jamais, parce que cet attentat n'aurait jamais dû, cet assassinat n'aurait jamais dû avoir lieu, et puisqu'il est arrivé malheureusement pour ce jeune, il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective. Et il faut qu'il y ait un travail des politiques, du gouvernement français et des associations pour que cela change. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas continuer, parce que si vous voulez, tout ça va nous mener à quoi? Va nous mener, je ne vais pas dire à une guerre civile, mais va nous mener à ce que ce soit un pays qui va être dans lequel il va y avoir des fractions, dans lequel il va y avoir des mouvances différentes, et dans lequel les gens ne vont pas pouvoir se parler. Faisal Metaoui, finalement, ce qui s'est passé... oui, très bien. Alors, juste après la pub, on me dit à l'oreillette que c'est un impératif et on revient vers vous. Alors nous voilà de retour pour poursuivre de là où nous sommes arrêtés. Faisal Metaoui, finalement, on voit bien que c'est un acte d'islamophobie, ça ne se discute pas. Parce que, par contre, ce qui étonne un peu, c'est le fait que d'abord l'assaillant est toujours en fuite, il est toujours traqué. D'ailleurs, on ne veut pas penser à un acte terroriste parce que de toute façon, on ne déploie pas encore le groupe de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est surtout, on essaye de dresser un tableau psychologique de l'assaillant. Alors, si c'était l'inverse, on n'aurait peut-être pas du tout pensé au portrait psychologique, mais on aurait directement pensé à ses affiliations, peut-être à des groupes terroristes. Oui, mais c'est pas le cas. Mais c'est devenu classique. À chaque fois, lorsqu'il y a un musulman ou des musulmans qui sont tués en Occident, on s'intéresse tout de suite au profil psychologique de celui qui agresse, alors qu'il s'agit d'un acte délibéré, volontaire, criminel et terroriste. Voilà, parce que j'ai vu un analyste sur la chaîne BFM TV, une chaîne qui a relié pendant très longtemps, et elle continue de le faire, le discours raciste, même si elle cherche à équilibrer ce discours ces derniers temps. Un analyste dire que, vous savez, le crime raciste n'est pas un crime terroriste. Alors, il faut savoir c'est quoi le terrorisme, c'est quoi le racisme. Bon, c'est clair qu'on est en face d'un crime islamophobe. On cherche des justifications. Raciste. Oui, parce que vous savez, avec cette affaire, on a tout. Les médias et certains politiques se sont dévoilés. D'abord, les médias ont ignoré l'information. L'information est tombée dans l'après-midi de vendredi. Certains médias arabes notamment, des médias non français, ont rapporté ce crime qui a été commis à l'intérieur de la mosquée. Et il faut noter que Aboubacar Cissé a été poignardé 50 fois. Vous voyez donc la sauvagerie avec laquelle Olivier H, parce qu'il s'appellerait Olivier H, il se trouve qu'il y avait une caméra de surveillance, donc on connaît son visage, on connaît filmé, il a filmé. Parce qu'au début, on avait dit, certains médias français ont dit, un fidèle qui tue un autre fidèle. Donc c'est une affaire entre musulmans. Voilà. Or, il s'avère que tout le monde le dit, y compris la police du Gard, le département où il a eu le crime, de la commune d'Alès. Les caméras et la police a dit que Olivier H n'était pas un habitué de la mosquée, donc n'est pas un fidèle. Il est venu juste pour tuer Aboubacar, avec l'idée peut-être de tuer d'autres, parce que lui, il a insulté Allah, il a insulté les musulmans, donc c'est un crime islamophobe. Malgré ça, on continue à semer les doutes, puisque Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur français, et qui a réagi 48 heures après, pour le noter, parce que la grande question, si c'était quelqu'un d'une autre confession chrétienne ou juive, est-ce que la réaction aurait été la même? À partir du moment où il s'agit d'un musulman qui est noir, en plus, tué à l'intérieur du mosquée, donc on prend tout son temps pour aller dénoncer. Et Bruno Retailleau dit la piste d'un acte anti-musulman n'est pas négligée, alors qu'il s'agit bien d'un acte islamophobe, un acte haineux, raciste. Le criminel étant toujours à la recherche, il est toujours en fuite. Le procureur craint qu'il y ait d'autres crimes parce que lui, il a promis de combattre d'autres crimes. C'est quoi? On peut déjà essayer de comprendre pourquoi ce crime est aujourd'hui et maintenant. Ça, c'est les résultats des discours, entre autres, de Bruno Retailleau. De l'extrême droite. Parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il a deux cibles. Il a l'Algérie et les musulmans. La dernière fois, il a fait tout un discours sur le voile musulman. Et donc, il est un responsable de ce qui se passe. Bien sûr, il ne veut pas le reconnaître. C'est le discours haineux, raciste de Pascal Praud, le journaliste d'extrême droite de CNews et d'Europa. C'est le discours raciste et haineux d'Elisabeth Lévy, qui, jour et soir, jour et nuit, insulte les musulmans.
menace et évoque le grand remplacement. Très décomplexé. C'est Éric Zemmour, d'une manière très décomplexée, c'est Xavier Driancourt, c'est Éric Ciotti, c'est Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen, tout ce personnage politique sont responsables de ce qui se passe. Parce que la crainte aujourd'hui est que ce discours anti-musulman qui a été banalisé, parce que vous pouvez évoquer n'importe quoi sur les musulmans, mais vous n'êtes pas inquiété. Vous n'êtes pas inquiété, vous pouvez rire de leur religion, de leur prophète, de il ce qu'ils sont. Il faut noter qu'il y a beaucoup d'agressions contre les lieux de culte musulmans ces derniers mois. Notamment depuis le 7 octobre. Beaucoup d'agressions, c'est des mosquées qui sont taguées, c'est des peintures qui sont jetées. Hier ou avant-hier, mais ce n'est pas médiatisé encore une fois. C'est pas médiatisé. Il y a un criminel d'extrême droite qui a agressé 2 femmes au cri de sale arabe, etc. Ça passe dans les brèves, dans les médias mainstream. Mais M. Boudiaf parlait des médias qui ne sont pas indépendants. Ça passe comme un fait divers. Oui, parce qu'il se trouve que les médias d'extrême droite, les médias qui propagent la haine, alors que les législations, que les chartes de déontologie journalistique et l'éthique journalistique interdisent de relier le discours de haine et le discours raciste, les médias de Vincent Bolloré, de Bernard Arnault et d'autres hommes politiques ont une grande part de responsabilité. Ils ont une grande part de responsabilité en reliant, surtout ces derniers mois, un discours anti-musulman, un discours anti-arabe, un discours contre le culte des musulmans. Et donc, parce que le criminel est un jeune d'une vingtaine d'années. Vous savez, les jeunes subissent un peu ce discours. Oui, et donc, il est passé à l'acte. Parce qu'il y a des brigands, il y a des terroristes de l'extrême droite qui s'habillent en noir, qui vont, si vous voulez, brutaliser les... Qui seraient d'origine bosniaque, paraît-il. Oui, évidemment. On va toujours trouver une origine. Comme quoi, parce que pour ne dire qu'il n'est pas français de souche, donc les Français, c'est des gens gentils. Voilà, je ne dis pas que le peuple de France est un peuple raciste, mais il y a quand même une minorité agissante, reliée par des médias puissants, qui propagent ce discours de haine. Très bien. Alors, vous faites bien de le dire, parce que Faisal Metaoui, je vous propose, messieurs, dames, de voir ensemble la réaction de Jean-Luc Mélenchon dans un rassemblement auquel il a appelé pour se mobiliser justement contre cette islamophobie. Il tient pour responsable le ministre de l'Intérieur français. Écoutons-le. Cette femme a exprimé devant moi ce que ressentent des millions de musulmans dans notre pays. C'est une crainte, une peur, le sentiment que le danger n'est pas pris au sérieux. Et en effet, il ne l'est pas par le ministre de l'Intérieur qui est à un meeting plutôt qu'à aller sur place rassurer les gens. Vous avez trouvé qu'il a trop tardé à gagner ? On va rien dire parce que c'est pas trop le sujet, mais je crois qu'il faut surtout dire des paroles de clarté, quoi. Il faut enfin comprendre que l'islamophobie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est au-delà de la haine. C'est quelque chose qui a à voir avec la déraison libérée, la déshumanisation des gens auxquels on pense. Et donc, ça facilite, ça encourage, ça incite au meurtre. Et il ne faut pas s'étonner que quand depuis les milieux les plus officiels, on ne fait plus attention à ce qu'on dit, ou on dit des choses qui sont terriblement blessantes pour faire plaisir à des publics qui eux-mêmes ne se rendent même pas compte de ce qu'on leur dit. Qu'un ministre de l'Intérieur puisse terminer une réunion en disant « ah bah le voile », imaginez-vous qu'il ait nommé autre chose, les crucifix ou que sais-je encore. Tout le monde aurait dit « mais qu'est-ce que c'est que cette manière de parler ?» Ou vous croyez? Ici on est en France, la laïcité c'est le respect du droit de chacun de pratiquer sa foi. Alors quand il y a un environnement pareil, inévitablement, les gens les plus improbables se sentent autorisés à aller au bout de leur violence. Vous pensez que Bruno Retailleau porte une responsabilité politique? Tous ceux qui prononcent des paroles dont ils ne pèsent plus le sens sont responsables. Et je voudrais dire, ça sert à rien de faire autrement que de se dire maintenant tout le monde. Chacun est responsable individuellement, quelle que soit son opinion politique ou sa religion ou son genre. Tout le monde est au pied du mur. Si vous laissez ça se faire, ce pays ne pourra plus vivre en paix entre lui-même. Ce qui est aussi en jeu, c'est la possibilité de vivre tous ensemble. C'est pourquoi je ne parle pas seulement des musulmans français, je parlerai des musulmans en général dans ce pays. Et pour eux, évidemment, les autres religions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la gravité qu'il y a à mépriser, insulter et dénoncer sans cesse
les croyants musulmans, l'islam en général. L'islamophobie, c'est au-delà de la critique de l'islam, c'est au-delà, c'est une incitation au meurtre. C'est ça qu'il faut combattre. Alors voilà, Jean-Luc Mélenchon vient de reprendre à peu près ce que vous aviez dit, Faisal Metaoui, à savoir qu'on a tellement décomplexé le discours haineux qu'on prend aussi la responsabilité de ce genre d'agissement. Antar Boudiaf, Jean-Luc Mélenchon a parlé en disant que le danger n'est pas pris au sérieux. Aujourd'hui, avec cet incident, eh ben, peut-être qu'il le sera désormais. On va effectivement le souhaiter. C'est vrai que, vous savez, depuis quelques années, on banalise maintenant les propos tenus au quotidien par certains médias, par certains hommes politiques ou par des personnes influentes. Parce qu'il y a aussi des personnes sur les réseaux sociaux qui n'apparaissent pas, mais qui disent aussi des choses très, très, je veux dire, violentes, vraiment d'une extrême violence contre les musulmans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que, vous savez, je vais juste vous citer quelque chose. Il y a une association en France, une association qui s'est appelée Organisation musulmane des acteurs de la santé. Elle regroupe 6000 médecins, des jeunes étudiants en médecine ou en pharmacie ou en chirurgie dentaire. Pourquoi ils se sont appelés comme ça? Moi, je leur avais dit, vous savez, ça va être compliqué pour vous. Ils m'ont dit non, justement, on veut assumer que nous sommes musulmans et que nous sommes des citoyens, c'est-à-dire des acteurs de la société française dans le domaine de la santé. Quand on soigne des malades, on les soigne sans distinction. Et j'aimerais que ce soit la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'on soit identifiés non pas comme des musulmans, mais comme des citoyens français, parce que notre conviction, c'est-à-dire notre culte, c'est quelque chose de personnel, et on accepte que personne ne puisse s'immiscer dans ça. Et je trouve qu'ils avaient eu les bonnes paroles, parce que finalement, c'est par ça, je vous l'ai dit, hein, je sais que les médias, c'est quelque chose d'important, mais moi, je reste aussi persuadé que ce qui se passe sur les terrains, quand on occupe le terrain, quand des médecins, vous voyez, soignent, des chirurgiens de confession musulmane s'occupent des Français dans leur immense majorité, quelle qu'elle soit, sans distinction de leur nationalité, de leurs origines, de leurs convictions politiques ou religieuses, eh bien, je me dis que c'est la meilleure manière de faire comprendre que finalement, nous sommes des gens aussi, des gens qui apportons notre contribution et qui sommes des gens respectueux, parce que nous sommes très respectueux. On l'oublie parfois que les musulmans sont des gens très tolérants et surtout respectueux. Et ça, mais est-ce que finalement, Antar Boudiaf, est-ce que le musulman doit toujours montrer patte blanche à chaque fois comme ça? Pourquoi n'est-il pas d'emblée considéré comme un citoyen français à partir du moment où il est citoyen français, en dehors de son appartenance religieuse? Écoutez, on va dire clairement les choses. Moi, en toute transparence, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychosociologue pour analyser, mais je sais qu'en France, on a du mal parce que ils considèrent qu'on est un peu différent. Ils disent qu'on ne peut pas, parfois, une certaine frange de la population pense qu'on ne peut pas être intégré à la République française parce qu'on est complètement différent. Ce qui est totalement faux. Parce que la preuve, je le vois au quotidien. Je vois les musulmans, des gens qui sont des pratiquants, des gens fidèles qui côtoient les mosquées et des gens qui font des choses extraordinaires dans ces sociétés françaises. Et c'est pour ça que je m'insurge et je combattrai toujours. Et c'est pour ça que j'ai accepté, quand vous avez parlé d'Awassir, notre association qui regroupe des Algériens de France, eh bien, on est là aussi pour ce combat. On est là pour ce combat qui est très important pour nous. Parce que les musulmans, et vous avez raison, pourquoi on doit se justifier chaque fois? Pourquoi on doit montrer patte blanche? Est-ce qu'on doit se justifier systématiquement? Non. Vous savez, on nous appelle parfois, on nous dit, manifestez-vous. Et quand on se manifeste en tant que musulman, vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit, vous faites du communautarisme. Et alors, si vous voyez, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est un piège. On ne sait pas à quel moment on doit être musulman ou pas musulman. Voilà, pour résumer les choses. Il faut noter, M. Boudiaf, qu'en France, il y a une pensée unique qui s'est instaurée. Une pensée unique qui refuse notre point de vue, qui refuse les autres cultures. Les musulmans n'apparaissent que rarement dans les médias, parce que si on va faire l'analyse des médias, tous les médias, surtout les médias privés, il y a peu de musulmans qui apparaissent ou qui parlent, et lorsqu'ils parlent, d'abord on leur coupe la parole, on ne les laisse pas parler. Vous avez une députée qui est Madame Rima Hassan, donc de la France Insoumise, qui est attaquée jour et nuit,
notamment sur les réseaux sociaux, et attaqués aussi et insultés, y compris par des hommes et des femmes politiques, sans qu'ils soient poursuivis en justice. À mon avis, les musulmans ne devraient pas aussi être dans la posture de se justifier à chaque fois. Les musulmans, c'est des êtres humains comme les autres. Je ne sais pas pourquoi ce problème de voile ne se pose qu'en France. Est-ce que vous avez entendu parler du voile en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans d'autres pays du monde? Il y a des musulmans qui vivent, des musulmanes qui vivent avec le voile dans ces pays sans être inquiétés. Le problème ne se pose même pas. Le problème ne se pose même pas. On a même posé la question de l'arbaya et de l'arabe. Les filles, au lycée, au collège, n'ont pas le droit de porter les robes comme elles l'entendent. Donc comment on peut d'une part défendre la liberté d'expression, la charte des droits de l'homme, le droit de vivre ensemble, etc., et empêcher des gens qui sont dans un autre culte de vivre comme ils l'entendent, de vivre leur religion. Et donc, cette idée propagée par l'extrême droite, qui, vous avez évoqué l'idée tout à l'heure d'un discours décomplexé, oui, un discours décomplexé, on peut insulter, on peut inciter à brûler des ambassades, comme l'a fait le fils de Louis Sarkozy, sans qu'ils soient inquiétés. On peut appeler à tuer les hommes et les femmes de la gauche, comme l'a fait le chanteur Enrico Macias, sans être inquiété. Alors qu'il suffit de dire Free Palestine, que vous voilà donc passible de... Absolument passible. Et d'ailleurs, il y a des étudiants qui ont été, je pense aux États-Unis, pas en France, écartés parce qu'ils ont exprimé leur soutien à la Palestine. Donc voilà l'hypocrisie, la grande hypocrisie. On revient au double standard. Voilà un Occident qui est en face d'une crise morale, très grave, parce qu'il n'arrive pas à défendre ses propres valeurs, il pille ses propres valeurs. Et on l'a vu. Là, on en a parlé déjà dans cette émission, qu'avec ce qui se passe à Gaza, le génocide commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, un génocide qui est commis sous les caméras et sous les yeux du monde entier, jour et nuit, sans que ce monde occidental, si moral, si défenseur de liberté et de la droit de l'homme, ne bouge. Donc, cette situation fait que, oui, on veut stigmatiser les musulmans plus que les autres, notamment en France, un pays qui sous-entend ou qui dit souvent que c'est un pays laïque qui défend les valeurs laïques, alors qu'il le défend que d'une seule manière. Et je pense que les musulmans, à mon avis, devraient être plus actifs sur le plan politique, devraient être plus présents dans les médias. Pourquoi pas ne pas créer leurs propres médias pour porter leur voix à l'opinion publique, parce qu'on n'a qu'un seul son de cloche à l'heure actuelle. Il n'y a qu'un seul son de cloche qui s'impose dans les médias et dans l'espace public français, c'est celui de la haine et de l'extrême droite. Et il faut aussi se rappeler un petit peu l'affaire Charlie. Vous voyez, lorsqu'on se posait à un moment donné sur les plateaux et les médias occidentaux la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Apparemment, on pouvait à l'époque rire de tout, mais à partir de quel moment peut-on rire de tout lorsqu'on touche par exemple aux sionistes? Eh ben non, ça ne semble pas être cela le cas. C'est juste une question. C'était le cas, là, pour poursuivre. C'était le cas de chroniqueur Guillaume Meurice, qui est un excellent humoriste d'ailleurs sur la chaîne France Inter, qui est une chaîne publique, qui a été mis à la porte parce que tout simplement il a osé faire une petite blague sur le génocidaire. Le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. S'il avait fait pour un musulman, un leader musulman, il n'aurait pas été inquiété. Parce que je suis Charlie d'une certaine époque, c'est le droit d'insulter les musulmans et le prophète des musulmans. Mais si vous le faites pour les autres, vous faites de la haine, vous faites du racisme, etc. Vous faites un discours narratif haineux. Et je n'ai jamais été Charlie, même si personne ne me pose mon avis et ne demande mon avis. Bien entendu. Alors, Antal Boudiaf, est-ce que vous pensez qu'il y a un sentiment de peur aujourd'hui auprès des musulmans de France? Surtout avec ce qui vient de se passer. Permettez, juste pour rebondir sur la partie où allez-y. Je suis complètement d'accord. La meilleure manière en France, je parle pour la France et certainement dans beaucoup d'autres pays, mais en tout cas pour la France, il faut s'impliquer politiquement. Alors, il se trouve que pendant très longtemps, c'est vrai qu'on était en marge, il faut le reconnaître, on n'était pas identifié, on n'était pas représentatif dans les institutions, je veux dire, étatiques, et on n'était pas aussi dans les partis politiques, parce que c'était comme ça, c'était, je dirais même, c'était une règle. Aujourd'hui, je tiens à préciser quand même que ça a changé, puisque nous avons des maires, beaucoup de maires, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, et qui font un excellent travail pour la France, mais en même temps pour être représentatifs de cette diversité, à travers donc justement les musulmans, et aussi notamment pour moi en tant qu'Algérien aussi. Donc ça, c'est très important. Mais je pense que le travail n'est pas suffisamment fait. Parce qu'ici, ce que l'on connaît dans les partis politiques, c'est les rapports de force. Et les rapports de force, il faut que vous pesiez sur le plan électoral. Pour peser sur le plan électoral, il faut que vous soyez capable de mobiliser les gens dans les urnes. Et c'est ça. C'est la réponse, elle est là. C'est mobiliser des millions de personnes dans les urnes. Et là, vous êtes dans un autre rapport qui fait qu'on va effectivement, on va vous prendre en considération, on va vous voir différemment.
Et je pense qu'il y a un travail de fond à faire au niveau des jeunes notamment. Et il a été fait, hein. Il ne faut pas dire que ce n'est pas fait. Ça a été fait, mais il faut continuer. Et pour le sentiment de peur, parce que vous m'avez repris, c'était la dernière question que vous m'avez posée, le sentiment de peur, il existe. Sincèrement, il est réel. Il faut dire les choses clairement. Il y a des gens, vous voyez, qui n'osent pas, qui se posent des questions, qui s'interrogent, pas dans leur foi. Hein. Les gens sont convaincus, hein. Ce n'est pas moi qui vais changer ça. Mais si vous voulez, par rapport à l'image de la société dans laquelle ils vivent. Voilà, dans la société française dans laquelle ils vivent. Eh bien, ils s'interrogent. Vous savez qu'il y a aujourd'hui quelque chose de très important qu'il faut que je vous dise, c'est les départs. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'interrogent de quitter la France pour aller s'installer dans d'autres pays. Et justement des pays qui sont beaucoup plus, on va le dire aujourd'hui malheureusement, tolérants, des gens qui agissent dans le vivre ensemble, que ce soit les pays anglo-saxons, on peut le dire clairement, ou que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit donc aux États-Unis, au Canada, ou pourquoi pas, pour certains, dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont envie de développer des choses. Et ça, c'est vrai, c'est une tendance qui est en train de, assez incroyable. Enfin, incroyable, non. Je trouve que c'est même normal, légitime. Et c'est pour vous dire qu'il y a effectivement ce sentiment de peur et de frustration de se dire finalement, c'est peut-être pas ici que ma vie doit se faire, elle va se faire ailleurs. Et c'est des gens qui réussissent très bien. Vous voyez, des gens qui s'installent avec leur famille. Et j'en connais beaucoup pour ma part qui se sont expatriés volontairement pour fuir un peu le climat délétère, le climat anxiogène et le climat, je dirais, toxique, entre guillemets, qu'on vit parfois. Franchement, il faut le dire, qu'on vit parfois en France aujourd'hui. Voilà, c'est ça finalement le discours haineux et il pousse les gens à se poser des questions alors que longtemps ils n'ont pas été inquiétés. Nous passons, monsieur, à la troisième partie de notre émission et bien sûr qui ressemble tout à fait à peu près à la deuxième partie puisqu'on parle toujours de ce discours haineux, mais cette fois-ci sur la Palestine, un discours raciste. D'ailleurs, tout à l'heure vous me disiez, me fait ça note, oui, raciste n'est pas forcément, voilà, si vous voulez, terroriste, mais on se pose la question vraiment si raciste n'engendre pas également terrorisme. Alors voilà, des discours haineux sur les plateaux de télévision, toujours en France, concernant ce discours haineux, ce discours complètement décomplexé de la haine, pour revenir un petit peu sur l'affaire de Barbara Lefebvre, qui est chroniqueuse, donc, qui a carrément appelé et incité au meurtre des Palestiniens. Comment peut-on considérer ça? L'apologie contre le terrorisme lorsqu'on dit Free Palestine et lorsqu'on pousse les autres à aller tuer du Palestinien, on appelle ça comment? On appelle ça du terrorisme. À mon avis, Barbara Lefebvre est une terroriste. Elle devrait être arrêtée quelque part. Oui, une terroriste parce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs ce que cette femme, qui est chroniqueuse de grande gueule de l'émission de RMC, c'est le même groupe que... Ce n'est pas son premier impair. Hein. C'est pas son premier. Elle a l'habitude de parler et apparemment elle a toute la liberté de dire ce qu'elle veut. Mais le groupe Altis. Oui, Barbara Lefebvre a intervenu sur la chaîne israélienne I24 pour dire ceci. Parce qu'il faut bien le dire à nos amis téléspectateurs. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela doit être, à un moment ou à un autre, être payé au prix fort. Et effectivement, ne pouvant que se tenir le plan Trump, du président américain, que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge, il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. Ces gens-là, c'est des Palestiniens. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'identité. On les avait zébilisés. Ces gens-là aillent vivre ailleurs et qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs qu'ils veulent éradiquer et exterminer. Bien sûr, c'est Barbara Lefebvre qui le dit. Elle ajoute, ce temps-là est terminé, il faut récupérer tous les otages, et une fois tous les otages, pas les captifs, récupérés, il faut vider la bande de Gaza. On appelle ça de l'apologie pour l'épuration ethnique. Toute législation, tout le droit international et toutes les règles de droit et humanitaire interdisent ce genre de propos. Théoriquement, Barbara Lefebvre devrait être traduite en justice pour ses propos terroristes. Et en plus, le plus grave, c'est que cette femme qui intervient presque quotidiennement dans les grandes gueules, qui est une émission radio et aussi télévisée de RMC. Très écoutée, très vue. Oui, RMC est très vue, très suivie. Elle n'a pas été inquiétée par la chaîne, qui a tout simplement... RMC a publié un petit tweet timide. Les propos de Barbara Lefebvre n'engagent qu'elle, ils ne reflètent pas la ligne éditoriale de RMC. Nous rappelons qu'il 24 ne fait plus partie du groupe.
Il y a quand même juste une petite parenthèse, Faisal, avant de poursuivre. Il y a quand même un mouvement de fond qui demande son éviction au sein de la chaîne. Mais bon, est-ce qu'il est assez fort pour pouvoir obtenir gain de cause? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Le syndicat, il faut saluer le syndicat de RMC qui a demandé à ce que cette femme n'intervienne plus à l'antenne. Parce qu'elle a fait un appel à libération ethnique. Très compromettante. Oui, c'est très compromettant. Ça engage la chaîne. Et curieusement, dans la même émission, notre collègue, notre ami Mader Zar, qui a critiqué le Maroc dans une intervention à Albert 4 News, a été RMC a tout de suite s'est offusqué en parlant de propos inacceptables. Et le responsable de la chaîne a publié un long communiqué. Pour moins que ça, Rima Hassan est toujours poursuivie, hein, elle est toujours écoutée. Rima Hassan a été écoutée pendant 11 heures par la police. Beaucoup moins que ça. Pour des propos, elle a critiqué la politique israélienne, parce que là, la conclusion à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous pouvez tout dire sur ce qui se passe à Gaza en faveur d'Israël, en faveur de l'antisionisme. Vous pouvez tout dire. Personne ne va vous inquiéter, y compris en défendant les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes commis par l'armée sioniste à Gaza. Elle le fait chaque jour et même en Cisjordanie. Mais si vous dites quelque chose qui critique la politique de Benjamin Netanyahu et les criminels qui sont avec lui au sein du gouvernement, vous êtes tout de suite accusé d'être antisémite, vous en avez pour votre compte, etc. On vous interdit d'antenne, on vous enlève des contrats parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Il faut nous dire qu'il y a beaucoup d'artistes, qu'il y a beaucoup de producteurs du cinéma, du cinéaste, qu'il y a des journalistes, qu'il y a des écrivains, des auteurs qui ont peur de prendre la parole parce qu'il y a un climat de terreur qui est imposé en France. L'impuissance plus la peur. L'impuissance plus la peur. On empêche les gens d'avoir leur point de vue en critiquant l'antisémitisme parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Voilà. Et leur vie, hein, parce qu'il y a des vies qui ont été complètement détruites. Parce qu'il y a des menaces sérieuses contre eux. Antal Boudiaf, vous souhaitez peut-être rajouter votre opinion à ce propos? Oui, avec un immense plaisir, parce qu'on ne peut pas ne pas... Avant de conclure. Ressentir quelque chose de très fort voilà, vraiment une émotion très forte pour moi quand on parle de la Palestine et des Palestiniens. Je vous cache pas, effectivement, les propos qu'a pu tenir donc cette chroniqueuse, moi, effectivement, mais Barbara Lefebvre, de son nom. Barbara Lefebvre, voilà, je voulais même. Vous voyez, moi aussi, je ne vais pas la citer pour pas chroniqueuse de RMC. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a des gens pour peu de choses, mais vraiment pour très peu de choses, qui ont été exclus des chaînes. Vous avez cité Mehdi Gaza pour un point de vue qui n'avait. Enfin, franchement, je ne sais pas, pour moi, qu'il n'y avait rien de particulier. Je n'ai pas compris, moi, du tout, d'ailleurs, pourquoi il était exclu de cette chaîne, puisqu'il était apparemment très apprécié par le public et même par la chaîne. Et là, quand on voit des propos quand même qui sont très graves, d'appeler au meurtre, je vais vous dire une chose, mais normalement, effectivement, elle doit être traduite en justice. Il y a des tribunaux pour ça. Mais je pense qu'il y a un problème aussi de mobilisation de collectifs, vous savez, d'avocats, parce que normalement, systématiquement, quand ce type de propos sont tenus, on devrait traduire les gens en justice. Et je vais vous dire une chose, ça calmerait beaucoup de gens. Parce que il y aurait moins de laxisme. Mais je vais vous dire, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Parce que ça, c'est la porte ouverte. Parce qu'on a dit tout à l'heure des appels à des gens à tuer, comme si c'était normal. Boudiaf, merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Merci à vous, surtout pour votre invitation. Merci beaucoup, Antal Boudiaf. Je rappelle que vous êtes président de l'association Awasser, donc des liens. Et c'est ce qu'on souhaite en tous les cas pour notre communauté donc établie en France. Merci à vous, Faisal Metaoui, d'avoir éclairé notre lanterne. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mediapro.